8. Je vous indique que sur cet amendement 3837, je suis saisie par le groupe écologiste d'une demande de scrutin public ainsi que sur l'amendement 1511. Et donc, le scrutin est annoncé, ces scrutins sont annoncés dans notre enceinte. Et nous avons des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Donc, le premier, le 3837. Madame Pochon, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, et je vais présenter les trois amendements et ceux de Monsieur Fournier également en même temps. Cet amendement permet de compléter de manière cohérente le vote qui a eu lieu hier sur l'objectif final à 2035 du nombre d'exploitants agricoles. Cet objectif qui a été fixé dans la loi est une bonne chose. En commission, nous vous avions proposé de maintenir à minima la part des agriculteurs dans l'emploi total à 1,5%, qui à notre sens était mieux et par ailleurs nous aurait permis de gagner un petit peu de temps par rapport au débat d'hier soir, en se rendant compte directement en commission de l'intérêt de se fixer un objectif d'un nombre d'exploitants agricoles plutôt que simplement d'exploitation. Cependant, nous sommes ravis bien évidemment de cette adoption. Nous souhaitons la compléter, cette adoption, puisque nous proposons de fixer un objectif annuel de 30 000 installés, dont 13 000 en bio. Les 30 000 installés permettent de couvrir légèrement plus que les départs en retraite, et les 13 000 bio sont une proposition mesurée, puisque nous savons que les nouveaux installés veulent massivement s'installer en bio. Les données relatives à la DJA montrent qu'on a déjà 48% d'installations en bio en Occitanie, 40% en Bretagne en 2022, 41% en Auvergne-Rhône-Alpes en 2021. Donc même là où on a un président de région naturosceptique et défenseur du lobby chimique, les jeunes veulent massivement faire du bio. Ne nous racontons pas d'histoire, si on ne se fixe pas d'objectifs d'étape, si on ne les suit pas, on ne les atteindra pas. Monsieur le rapporteur, vous rappelez que vous êtes commissaire aux finances, vous avez donc l'habitude de suivre les chiffres du déficit, de la dette, et vous êtes bien placé pour savoir que quand on se fixe des objectifs à ces sujets, on ne dit pas qu'on va réduire le déficit d'ici 2035, car les agences de notation ne nous feraient pas confiance sur notre capacité à atteindre cet objectif et les gouvernants ne seraient pas encouragés à les respecter puisqu'ils ne seront plus aux manettes d'ici là. Donc soyons sérieux, faisons ce qui se fait dans toutes les organisations, fixons des objectifs annuels afin de pouvoir suivre et adapter nos politiques publiques et les rendre plus efficaces. Les amendements suivants de mon collègue Charles Fournier sont des amendements de repli avec un objectif de 30 000 installations d'exploitants agricoles par an à partir de 2026 pour le premier, le deuxième de 25 000 par an à partir de 2026. C'est des chiffres qui répondent finalement aux données du recensement agricole de 2020 qui nous montrent qu'il nous faudrait, pour atteindre l'objectif de 400 000 exploitations agricoles d'ici à 2035, il faudrait installer 25 000 exploitants agricoles par an pour pouvoir atteindre ce chiffre-là. Donc c'est tout à fait cohérent avec ce qui a été adopté à l'unanimité hier soir. Je vous remercie. Le sous-amendement, Madame Bellucco, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente et bonjour tout le monde. Je voulais préparer une petite défense à base de nucléaire allemand, de gaz russe, etc. Mais je vais être au-dessus de tout ça et on est prêt à être efficace aujourd'hui et je vais retirer ce sous-amendement. Je vous remercie. Alors, monsieur le rapporteur, vos avis sur ces amendements? Merci Madame la Présidente. Madame Bellucco, tout d'abord une petite parenthèse sur la Commission des finances. Oui, sur la dette, on se fixe des trajectoires 2035 qu'on donne et aux agences de notation et à l'Union européenne, c'est tout à fait clair. Donc de la même manière, là, on s'est fixé hier soir, grâce à la discussion qu'on a eue ensemble avec monsieur Potier et tous les autres, un double objectif d'exploitation d'exploitants. Donc déjà sur ces 400 000 exploitations ou 500 000 exploitants, ça induit 25 à 30 000 installations tous les ans. C'est bon an, mal an, se lisant. Réécrire en précisant le nombre de bio, c'est tout simplement donner des contraintes totalement inutiles, dès lors que dans la PRED 8, on fixe la surface, on fixe le pourcentage de légumineuses. Je pense qu'il faut laisser un petit peu d'air à ceux qui vont s'occuper des installations pour que oui, on arrive à 30 000, oui, on arrive aux objectifs bio, dans le cadre qui est déjà ici. Donc, dans ce contexte, je pense que ce que vous rajoutez est superflu, rajoute de la complexité et j'y suis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Conformément à ce que j'ai dit hier, on a eu un amendement hier qui a été retenu, qui était aussi le compromis avec d'autres amendements qui étaient ici d'autres bancs de cet hémicycle. Et donc, il me semble que ce n'est pas la peine de rajouter, parce que là, on va finir par décider par mois ce qu'on doit installer comme nombre d'agriculteurs. Assez de contraintes et de normes, me semble-t-il, sur le sujet. C'est un avis défavorable, comme sur tous ceux qui viendront agrémenter ce qui a été voté hier et qui me paraît un bon équilibre.
Je vous remercie. Madame Genevard, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs, monsieur le ministre. Moi, je voudrais porter au débat l'élément suivant. Cet alinéa 2, il fixe un objectif pour les 10 prochaines années d'augmentation du nombre d'exploitations agricoles et du nombre d'exploitants. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué dans les amendements qui ont été défendus, c'est la question de la surface agricole utile. Parce que pour installer des agriculteurs et des exploitations, il faut de la surface agricole utile. Et je voudrais livrer à votre réflexion 3 chiffres. Dans le département du Doubs, qui est mon département, en un siècle, on a perdu 95 000 hectares de surface agricole utile. Donc c'est autant d'exploitations et d'exploitants en moins. Et savez-vous que sur ces 95 000 hectares, il y en a seulement 20 000 qui ont été pris par l'urbanisation et 75 000 par la forêt. 75 000 hectares par la forêt. Donc, il faut se poser la question de l'équilibre de l'occupation territoriale par l'agriculture versus par la forêt. La forêt n'a pas régressé en France, elle a considérablement progressé. Or, on a tendance à considérer que les forêts sont de meilleurs puits de carbone que les prairies. Ce n'est pas le cas. Les prairies sont de puissants puits de carbone. Donc il faut, si on veut, à mon sens, aller à ces objectifs, les réaliser, les réussir, il faut regagner de la surface agricole utile et il faut s'interroger sur l'équilibre entre la forêt et la terre agricole. Je vous remercie. Alors vous étiez pour ou contre, Madame Genevard? Contre. Alors, Madame Lepay, vous avez la parole. Je rectifier quelque chose depuis hier que j'entends. La majorité des jeunes qui s'installent aujourd'hui ou des nouveaux agris ne sont pas spécifiquement attirés par le bio. J'aimerais bien qu'on prenne ça en conscience. Aujourd'hui, la nouvelle génération qui arrive, elle souhaite quoi? Elle souhaite s'installer pour avoir une quiétude, pour avoir une qualité de vie et surtout quelque chose qu'on va voir arriver aujourd'hui, c'est l'acceptabilité sociétale du produit vers lequel il se dirige. Merci. Merci. Alors, Monsieur Potier, vous avez la parole aussi, Madame Trouvé. Est-ce que vous pouvez vous exprimer, s'il vous plaît, sur vos avis sur les amendements? Je vous remercie. Monsieur Potier, vous avez la parole, ensuite Madame Trouvé. Oui, merci Madame la Présidente. Hier, dans la fatigue, j'ai eu un mot malheureux vis-à-vis de la présidence et je veux, devant la représentation nationale, présenter mes excuses à cet instant. Maintenant, sur le fond, on soutient à ce qu'ont dit les collègues écologistes. C'est une déclinaison de notre ambition commune qui est un peu planificatrice, mais nous la soutenons dans l'esprit. Je voudrais simplement dire à Madame Genevard qu'elle est dans un des 3-4 départements français où la régulation crée les conditions de la prospérité. Régulation du marché foncier, régulation du marché du lait à travers les AOP. C'est un des départements où il y a le taux d'installation le plus important et il est fondé sur une régulation syndicale et de l'État sur le foncier. Il est fondé sur une régulation des marchés à travers notamment le comté. Et je crois que le département du Doubs est un exemple de ce que nous devrions avoir à l'échelle nationale. Quand on régule les marchés et le foncier, on crée les conditions de la prospérité. C'est le contre-exemple, votre département, des libéraux qui veulent faire tomber toutes les digues. Voilà, je voulais simplement le dire à cet instant. Et vive le Doubs et vive l'amendement de nos collègues écologistes. Je vous remercie. Tous les départements sont formidables. Madame Trouvé, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Évidemment, on soutient tout à fait cet amendement pour les raisons qui ont été dites. Je voudrais juste répondre à ma collègue Genevard. Je ne sais pas si elle m'écoute. Non. Chers collègues, Okay. Collectivement, il n'y a pas que Madame Genevard. Nous sommes tous présents pour vous écouter. Non, simplement parce que je pense que c'est important de prendre les chiffres sur longue période et au niveau national. En 40 ans, les surfaces artificialisées ont augmenté de 70%, d'accord ? Évidemment, en particulier sur les surfaces agricoles, je vous donne les chiffres officiels. Et en fait, parmi toutes ces terres qui ont été artificialisées, il y a 30% artificialisées pour les infrastructures de transport et 40% pour les habitats. Donc, je veux bien, on peut parler sur le cas spécifique du comté et les forêts qui ont pris le pas sur l'agriculture, mais c'est avant tout
avant tout un problème d'habitat et de transport. Et je rappelle quand même que très régulièrement, nous avons fait des propositions, la France Insoumise, en ce qui concerne la lutte contre l'artificialisation des sols et éviter justement que progressent toujours plus ces infrastructures de transport. Par exemple, nous luttons contre l'A69, qui est encore une façon de grignoter sur les terres agricoles. Malheureusement, on ne vous retrouve pas tous sur ce combat-là. Donc oui, il va falloir lutter contre les projets d'autoroute, contre tous ces projets de grandes surfaces, de zones d'activité qui petit à petit grignotent les terres agricoles. Ne nous trompons pas de combat, c'est certainement pas la faute des forêts. Je vous remercie. Alors, je vais mettre aux voix l'amendement 3837 qui a un double avis défavorable. C'est un scrutin public. Merci de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Alors, j'ai dit que le scrutin était clos. Est-ce qu'il y a un problème de... Alors, votant 66, exprimé 64, majorité 33 pour 16 contre 48. L'Assemblée n'a pas adopté le 1507 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté le 1511. Merci de rester à vos places, chers collègues. C'est un nouveau scrutin public avec un double avis défavorable commission-gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 66, exprimé 62, majorité 32 pour 16 contre 46. L'Assemblée n'a pas adopté le 159 qui nous le présente. Monsieur Potier, vous avez la parole. Si vous êtes d'accord, Madame la Présidente, je vais défendre les deux. Ils sont dans le même esprit. On gagnera un petit peu de temps. On va tous essayer de faire plus vite quand c'est possible. Le premier redit que cet objectif doit être atteint dans le cadre du respect d'une agriculture diversifiée et qui répond à un modèle familial. On a précisé en commission que familial ne voulait pas dire la famille, mais dans l'acceptation nationale et internationale, ça signifie à taille humaine, à dimension humaine, où les dirigeants sont, où ceux qui travaillent sont ceux qui dirigent et qui possèdent. Donc c'est ce modèle-là qui veut être mis en valeur. Le deuxième amendement est plus technique. Le 156 évoque la nécessité de réformer, de programmer la réforme des schémas régionaux directeurs en matière de structures agricoles en cohérence avec cet objectif de 400 000 exploitants et désormais 500 000 exploitations. Parce qu'on a aujourd'hui des schémas directeurs régionaux qui quasiment accélèrent le mouvement de concentration du foncier. Donc il y a une mise en cohérence des schémas directeurs. Si on veut sortir du déclaratif avec les 500 000 exploitants, la volonté de réguler tous les marchés, le premier instrument de planification qui est à notre main, c'est celui des schémas directeurs. Donc j'invite à ce qu'en cohérence, nous engagions leur réforme dans la dynamique de cette loi. Merci. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vos avis sur ces amendements? Madame la Présidente, alors sur les deux amendements, Monsieur Potier, le modèle familial, en commission, on a voté ensemble votre amendement qui prévoit déjà le modèle familial, c'est écrit noir sur blanc, je ne vois pas pourquoi le remettre. Pour moi, c'est satisfait. Et sur les schémas régionaux d'exploitation agricole, c'est sûr que si on met 400 000 exploitations et 500 000 exploitants, vous avez dit le contraire, hein, on reste bien sur les bons chiffres, c'est un outil d'application des politiques publiques, donc naturellement ça sera dedans. Encore une fois, là je suis un peu d'accord avec le ministre, arrêtons d'empiler des lignes et des lignes de choses qui disent la même chose. Donc par clarté, par simplicité, par lisibilité de notre future loi, je suis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, même avis. Monsieur Potier, vous avez la parole. Rapporteur, et je veux bien retirer le 159 parce qu'il a été satisfait en commission, vous avez raison, il ne faut pas être bavard. Par contre, sur le 156, il y a un vrai désaccord. C'est-à-dire que ce qu'on a voté hier, c'est une trajectoire 500 000 exploitants, 400 000 exploitations. C'est la volonté de réguler les marchés agricoles, tous les marchés agricoles, sociétaires, physiques, travail délégué, etc. Si on ne dit pas dans cette loi, à minima, quelles conséquences on en tire en matière de réforme des schémas de structure, alors on restera sur du totalement déclaratif. Donc moi je crois qu'il faut au minimum qu'on enclenche le mouvement institutionnel de mise en route de l'État et des régions en vue de cette révision, sinon on restera purement évanescent, totalement évanescent et donc inopérant. Donc je maintiens bien sûr le 156 et je le défends avec force. Je vous remercie. Monsieur Prudhomme, rapidement, puisque j'imagine que c'est en soutien de l'amendement.
Très rapidement, mais c'est aussi pour revenir sur nos débats d'hier où on a entendu beaucoup de choses à notre endroit, Martine Laferme, l'URSS, etc. Juste pour préciser en toute tranquillité, avec beaucoup de calme et de sérénité, Monsieur le Ministre, qu'effectivement, nous avons à cœur depuis 6 jours de défendre un modèle dont la priorité est de pourvoir aux besoins du pays en termes d'alimentation, de pouvoir pourvoir aussi un revenu digne aux agriculteurs, dans une agriculture diversifiée et respectueuse de l'environnement. C'est par ailleurs des demandes qui sont reliées sur le terrain par des syndicats comme la Confédération paysanne, mais aussi les JA, les FDSEA ou la coordination rurale. Et effectivement, on s'oppose au modèle que vous défendez dans la priorité, on a encore eu cette discussion hier, la priorité est à l'exportation, une agriculture qui est soumise aux marchés mondiaux, qui expose les agriculteurs à cette concurrence qui va provoquer la baisse de leurs revenus et une dépendance aux intrants, et notamment à des intrants dont nous ne sommes pas maîtres, puisque nous avons une dépendance majeure aux intrants en azote chimique de synthèse. Sur le phosphore, on est dépendant de cet amendement qui est d'une extraction, qui est d'une ressource minière. Et en fait, c'est le modèle que défend effectivement la direction de la FNSEA, et c'est le modèle Avril-Sophie Protéol de M. Rousseau. Donc voilà, on a effectivement 2 visions différentes d'une agriculture, savoir à quelle priorité on donne effectivement la primeur. Et effectivement, on n'est pas contre l'industrie, je l'ai dit à M. Lecamp, on n'est pas contre l'industrie, mais nous on dit que c'est d'abord pourvoir aux besoins, et si effectivement derrière on peut faire de l'exportation, pourquoi pas, mais l'agriculture n'a pas vocation à être seulement une ligne de commerce extérieur pour nous. Je vous remercie. Monsieur Dive, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Martine Laferme, c'est pour celles et ceux qui considéraient que l'agriculture, et être agriculteur, c'est pas être chef d'entreprise, et l'agriculture n'est pas une activité économique. Si le collègue Prudhomme considère que les agriculteurs sont des chefs d'entreprise, il n'est pas concerné par la remarque, il ne se sent pas offusqué par la remarque, et c'est valable pour tout le monde. Le collègue Potier l'a bien compris d'ailleurs la semaine passée. Moi, je viens en soutien de l'amendement du collègue Potier, parce que je le trouve assez pertinent, en l'occurrence, celui sur les schémas directeurs, parce qu'on mène ici et on définit ici des grandes orientations. Depuis le départ de nos débats, que ce soit en commission, que ce soit dans l'hémicycle, nous visons à ce que l'ensemble de ces orientations essaient d'essaimer au plus près des territoires. On l'a fait au travers de multitudes d'amendements. Et cet amendement, justement, s'inscrit dans cette logique-là. Donc il n'y a pas de difficulté à reconnaître que les SRDE soient orientés, justement, dans la direction qu'on a voulu faire en soutenant un nombre suffisant d'exploitants agricoles. Et donc, il me semble assez pertinent de l'inscrire dans la loi. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Il est adopté. Nous en arrivons en 1967. Qui nous le présente? Monsieur le Président Chassaigne, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Il s'agit d'un amendement déposé avec premier signataire David Riemann, qui est président de la délégation à l'Outre-mer de notre Assemblée, et qui s'inscrit dans ce qu'on peut appeler le réflexe d'outre-mer, c'est-à-dire que l'objectif que dans les projets de loi, on puisse avoir une déclinaison qui concerne plus spécifiquement l'outre-mer. J'ai eu l'occasion de m'exprimer hier concernant la Guyane. L'objet de cet amendement, c'est que l'objectif du nombre d'exploitations agricoles puisse se décliner spécifiquement dans chacune des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, prenant en considération les tendances dynamiques et géographiques propres à chacune d'elles. Et d'ailleurs, dans l'exposé des motifs, David Riemann souligne à quel point il y a des différences importantes d'un département d'outre-mer à l'autre, d'une collectivité d'outre-mer à l'autre, citant par exemple la perte d'1/5 des exploitations agricoles en 10 ans en Martinique et Réunion, avec une perte qui atteint 25% à Saint-Martin, 8% seulement en Guadeloupe, et avec une croissance de 3% en Guyane, ce qui peut nécessiter des interventions spécifiques en fonction des urgences à intervenir dans telle ou telle collectivité d'outre-mer. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Chassaigne, j'entends bien toutes vos remarques qui sont tout à fait légitimes, puisque la loi, elle s'applique à tout le territoire national, évidemment,
ultramarins compris. Donc il n'y a pas d'exclusion, en tout cas au niveau de la loi nationale. La mise en œuvre de ces politiques publiques, par contre, évidemment, devra tenir compte des spécificités régionales partout et ultramarines en particulier. Donc la mention ne me semble pas devoir s'imposer. Mais donc avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Président Chassaigne, je comprends les objectifs, mais au fond, ce qu'on a mis déjà dans l'article 1, et par ailleurs, ce que sont les articles que vous mentionnez, articles constitutionnels en particulier, font que par nature, la déclinaison territoriale va se faire conformément à ce que vous dites. Donc ça me paraît satisfait, donc c'est un avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le Président Chassaigne, vous avez la parole. Une simple observation d'un ancien de cet hémicycle. Il avait été admis, mandat après mandat, législature après législature, qu'un regard spécifique pouvait être apporté à l'outre-mer. Certes, ça peut apparaître redondant, comme s'inscrivant dans des orientations générales, mais le fait de rejeter, comme vous le proposez, monsieur le rapporteur et monsieur le ministre, ça montre ce que j'appellerais presque une forme d'inculture ou du moins de méconnaissance de ce qu'il y a dans l'esprit, dans la tête des populations d'outre-mer. Ça ne coûte pas grand-chose, mais qu'il y ait des signes qui soient donnés, même si vous considérez qu'ils sont redondants, je pense que c'est quelque chose qui a une plus grande importance que vous pouvez l'imaginer. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle le réflexe d'outre-mer, c'était un principe qui avait pu être inscrit durant des majorités différentes. Je suis élu, je vous le rappelle, depuis 2002. Et j'ai connu une époque où chaque projet de loi avait des articles qui étaient des articles spécifiques sur l'outre-mer. C'était un principe qui était admis. Et aujourd'hui, petit à petit, au nom de je ne sais quoi, de forme approche jacobine peut-être, c'est quelque chose que vous ne mettez plus en œuvre et je le regrette. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a donc un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Il est adopté. Nous en arrivons donc à des amendements qui vont être soumis à une discussion commune et je vous indique que sur les amendements 1021 et identiques, je suis saisie par le groupe de la France Insoumise d'une demande de scrutin public qui est annoncée dans notre enceinte. Et donc qui me présente? Madame la députée, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je vais défendre, si vous le permettez, tous les amendements de cette liste. Ce sont des... Bon, déjà dire que nous sommes heureux et heureuses de la victoire qu'il y a eu hier sur le fait de se fixer un nombre de 500 000 exploitants et exploitantes agricoles. C'est une demande que nous avions faite dès la commission. Évidemment, nous pensons que ça reste encore insuffisant. On le voit bien depuis le début de cet examen en commission. D'ailleurs, on en avait parlé, qu'on est bien dans deux visions du monde agricole qui s'opposent ici dans cet hémicycle. Et nous demandons en fait à travers cette liste d'amendements d'augmenter davantage le nombre d'exploitants agricoles. Ce sont des demandes aussi de syndicats agricoles, évidemment. Et pourquoi est-ce que c'est si important? Bien parce que simplement, déjà, ce sont des objectifs qui sont ambitieux, qui sont atteignables, puisqu'on a déjà vécu ça. Dans les années 90, il y avait 1 million d'agriculteurs et d'agricultrices. Et nous pensons que des agriculteurs et agricultrices nombreux et nombreuses sur les territoires, ça participe à la dynamique des territoires ruraux, ça participe au lien social aussi qui existe, à un tissu, un maillage entre à la fois le métier d'agriculteur et toutes les professions qui entourent ce métier, les mécaniciens agricoles, les vétérinaires et tant d'autres. Quand il y a de la vente directe sur ces fermes, c'est l'épicerie du coin qui va s'approvisionner localement. Ça va permettre aux personnes aussi de pouvoir
aller consommer des produits locaux. On l'a bien vu hein, pendant le Covid, comme les fermes ont pu répondre à cette demande alimentaire sur les territoires. Les producteurs qui font de la vente directe nous l'ont dit, hein, que heureusement qu'ils étaient là à cette période-là. Et donc, c'est tout l'intérêt de ces amendements, vraiment, c'est de dire que nous voulons vraiment des paysans et des paysannes nombreuses sur les territoires, parce que c'est ce qui fait aussi la richesse de nos campagnes, c'est ce qui fait la richesse de notre pays. Et c'est aussi comme ça qu'on répondra aux besoins de la souveraineté alimentaire ici. Voilà. Et je pense que face au plan social massif qu'il y a aujourd'hui, il y a vraiment urgence à se donner des objectifs bien plus ambitieux. Je vous remercie. Je vous remercie. Le 2702, vous nous le présentez, Madame Trouvé, vous voulez... Oui, alors c'est juste que le 2702, il n'y a que Madame Trouvé qui est signataire, mais si elle me dit défendu, ça me convient. Il est défendu, je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Madame Igné, d'abord, merci Madame la Présidente. Madame la députée Igné, hier soir, ce n'est pas une victoire. Hier soir, c'est un compromis, un consensus démocratique, intelligent, et moi je trouve dommage que chacun veuille dire j'ai la victoire sur un accord qu'on a eu sur le nombre d'exploitations et le nombre d'exploitants. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que j'avais compris, en tout cas à la dernière intervention du ministre, que comme on s'était mis d'accord après un partage d'opinion sur une trajectoire, là, vous balancez en l'espace de 5 amendements au moins 10 chiffres différents. Si on veut avoir une politique, une loi d'orientation, donc une orientation lisible pour tout le pays et tous les agriculteurs, il faut se donner cette trajectoire. On l'a choisi hier soir. Deuxième chose, avec cette trajectoire, et là on partage tous la même chose, si on fait mieux, si on bat ces planchers qu'on s'est fixés, je pense qu'on sera tous contents. Donc avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, avis défavorable sur l'ensemble des amendements. En fait, vous proposez par un amendement qui, s'il était voté, de rejeter l'amendement que vous avez voté vous-même hier soir. Enfin, à un moment, ce serait bien qu'on ait un peu de continuité dans l'action et qu'on ne change pas les chiffres d'une journée sur l'autre. Il y a eu un accord global, parce que, autant je me souvienne, c'est un vote à l'unanimité sur le nombre d'exploitations et le nombre d'exploitants hier. Je propose qu'on en reste là. Avis défavorable. Je vous remercie. Madame Trouvé, vous avez la parole. Merci, Alors, Madame la Trouvé Présidente. a la parole, s'il vous plaît. Excusez-nous, Monsieur le ministre, de faire notre travail de parlementaire, franchement. Non, il faudrait faire quoi, là? Il faudrait dire... Enfin, d'abord, je rappelle, oui, on a eu une victoire. C'est parce qu'en commission des affaires économiques, nous avons pointé le problème qu'il n'y avait pas d'objectifs chiffrés dans la version initiale du projet de loi, d'objectifs chiffrés en nombre... sur le nombre d'installations, sur le nombre d'exploitations à garder, et on en est heureux, vous avez finalement proposé un amendement en compromis avec nous qui permette au moins d'avoir le statu quo en nombre d'exploitations, c'est-à-dire 400 000 et 500 000 chefs d'exploitation, ce que nous avons fait rajouter. Donc, tant mieux que nous soyons arrivés là, mais enfin, c'est bien parce que nous avons travaillé du côté notamment de la NUPES pour cela. Voilà. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, nous avons dit dès le début, la France Insoumise, dès le début de la présentation de cet article, que pour nous, c'est un objectif insuffisant. Donc évidemment, on préfère ça plutôt que rien. Mais enfin, dès le début, on a dit que c'était insuffisant en termes d'objectifs. Troisièmement, je vous rappelle que dès le début, nous avons dit, et là je crois que nous sommes d'accord là-dessus, que le déclaratif c'est bien, les moyens c'est mieux. Or, je rappelle, et ça on le dit depuis des mois, que cette loi agricole qui est censée être la grande loi agricole du quinquennat sur le renouvellement des générations ne fait pas ce qui est le b.a.-ba d'un renouvellement de génération, c'est-à-dire comment ceux qui veulent s'installer accèdent au foncier, comment ceux qui veulent s'installer ont un revenu digne à la fin, il n'y a rien sur les revenus après des semaines de mobilisation, et comment aussi il aurait fallu derrière s'engager sur des moyens financiers. Je rappelle que dans le dernier projet de loi de finances, nous avons fait des propositions ambitieuses votées à une majorité de députés sur un certain nombre de financements supplémentaires pour l'agriculture que vous avez retoqués par un 49.3. Je vous remercie, Monsieur Lavergne. Vous avez la parole. Non, Monsieur Lavergne, vous ne prenez plus la parole. Merci, Madame la Présidente. Oui, écoutez, moi je veux bien qu'on donne des chiffres, mais sincèrement, si les agriculteurs nous regardent aujourd'hui, ils doivent se dire quand même, est-ce qu'à un moment donné, on peut nous faire confiance? Moi, ce que je souhaite au travers de ce projet de loi,
c'est qu'au travers de ce projet de loi, on puisse leur adresser un message de confiance et qu'on arrête de leur donner des injonctions de faire ceci ou cela. Ils doivent aussi coller à une réalité du marché. Ils doivent coller à une réalité. Ils doivent coller à... Et oui, effectivement, on est aussi dans une économie de marché et jusqu'à preuve du contraire, Madame Couturier, on aide malgré tout l'agriculture avec 9,5 milliards d'aides qui transitent par les aides PAC et les aides européennes, plus celles qui arrivent du ministère et de notre propre budget. Mais à un moment donné, nous sommes devant un principe de réalité qui est l'économie de marché. Nous ne sommes pas dans une économie administrée. Arrêtons de donner des injonctions aux agriculteurs. Adressons-leur un message de confiance et ils sauront répondre aux exigences du changement climatique. Merci. Alors, s'il vous plaît, chers collègues, je vous invite chacun à ne pas crier. S'il vous plaît, si on peut garder un niveau sonore correct. C'est global, hein, chers collègues. C'est pour le bien-être de tous. Je vous remercie. Alors, on va pouvoir passer au vote. Je vous indique, donc, c'est le 1021, c'est un scrutin public avec un double avis défavorable, commission, gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc, votant 76, exprimé 75, majorité 38, pour 15, contre 60. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Je mets aux voix à main levée le 2711 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 2712, même avis, même vote. Il n'est pas adopté. Le 2713, même avis, même vote. Il n'est pas adopté. Le 2714, même avis, même vote. Il n'est pas adopté. Nous en arrivons donc à l'amendement 3752 sur lequel j'ai une demande de scrutin public par le groupe écologiste qui est annoncée dans notre enceinte. Madame Pochon, vous avez la parole pour la défense. La présidente, je vais défendre ces deux amendements en une fois, mais insister sur le point central, la nécessité de maintenir la part des agriculteurs exploitants dans l'emploi total à un minimum de 1,5%. En 40 ans, la part des agriculteurs exploitants dans l'emploi a fortement diminué, passant de 7,1% en 1982 à 1,5% en 2019. Donc si nous ne voulons pas de fermes sans paysans, il nous faut stopper l'hémorragie et ne pas descendre en deçà de ce seuil. En commission, vous avez accepté d'ajouter le plancher de 400 000 exploitations en 2035 et hier, celui de 500 000 exploitants en 2035. C'est vraiment un minimum, mais ce n'est pas tout à fait complet. Nous sommes revenus sur la différence entre exploitation et exploitant, qui n'était pas bien comprise par plusieurs collègues en commission. Et les débats qui ont eu lieu hier ont beaucoup aidé à pouvoir avancer. Puisqu'en effet, on peut avoir un GAEC avec 4 ou 5 exploitants, ce qui est très bien, mais qu'on peut aussi avoir une holding avec à sa tête un seul chef d'exploitation qui contrôle 12 sociétés agricoles différentes, ce qui n'est pas bien du tout. Et c'est pas, par exemple, le cas du président de la FNSEA qui est à la tête de 4 sociétés et de 700 hectares. Donc si on épaissit le trait, on pourrait avoir 400 000 exploitations en 2035 contrôlées par 10 holdings. C'est la tendance lourde qui est à la diminution du nombre de chefs d'exploitation et au développement du salariat dans des structures toujours plus grandes. Cet amendement vise à réappuyer sur ces données-là. C'est des données qui ont été prises en compte dans les débats hier soir et qui ont permis l'adoption à la très grande majorité de l'amendement de M. Potier. Je pense pour autant que ces amendements complémentaires sur la part totale de l'emploi et de fixer un objectif à 1,5% de la part totale de l'emploi à l'emploi agricole nous permettrait de garantir encore plus la portée de l'amendement adopté hier. Voilà pourquoi nous vous proposons leur adoption. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Vos avis sur ces amendements? Pour les mêmes raisons que précédemment, défavorable. Je vous remercie, monsieur le ministre. Je vous remercie. Je n'ai pas de prise de parole. Je vais donc mettre aux voix. Donc c'est à main levée le 3753. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Et sur le 3752, c'est un scrutin public avec un double avis défavorable. Merci de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc votant 79, exprimé 78, majorité 40 pour 19 contre 59. L'Assemblée n'a pas adopté. Le 4334, alors vous n'êtes pas monsieur Gonzalez, jusqu'à preuve du présent, donc il n'est pas défendu. Le 1225. Oui, mais vous ne pouvez pas défendre un amendement que vous n'avez pas signé, monsieur de Fournas.
Le 1225 ? Bah écoutez, non, vous n'êtes pas signataire. Qui nous le présente, le 1225 ? Il est défendu. Monsieur le rapporteur, votre avis sur le 1225 ? Merci Madame la Présidente. Oui, le soutien à l'investissement est déjà prévu à l'alinéa 5 introduit en commission. Quant à la stratégie de mécanisation, elle est envisagée à l'article 9. Avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, même avis. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Le 2523, Monsieur Lecamp. Rédactionnel. Il est rédactionnel, Monsieur le ministre. Favorable, je vais le mettre au voix avec un double avis favorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Nous en arrivons au 1610. Monsieur le député, vous avez la parole. Madame la Présidente, je défends ici un amendement crucial pour améliorer les conditions de travail quotidiennes des agriculteurs en facilitant leur accès à des congés alignés sur ceux de tous les salariés. Il s'agit de garantir la continuité du service agricole tout en offrant aux agriculteurs le repos qu'ils méritent. Leur droit au repos donc, mais aussi à la vie de famille ou encore à la formation à l'heure de la nécessaire transition des pratiques agricoles. C'est impératif dans un contexte où le mal-être des agriculteurs est de plus en plus palpable et où le nombre d'entre eux travaillant encore 365 jours par an est énorme. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas affirmer une agriculture d'intérêt général majeur sans qu'il en soit de même pour les femmes et les hommes qui la pratiquent. Actuellement, les agriculteurs n'ont droit qu'à 14 jours de service de remplacement partiellement financés par un crédit d'impôt. Cette durée est donc bien inférieure aux 25 jours de congés payés aux autres secteurs. C'est totalement incompréhensible. J'ai défendu il y a quelques jours un autre amendement visant à favoriser l'installation. Mais comment ce métier pourrait-il être attractif si les jeunes qui souhaitent se lancer doivent investir énormément d'argent, supporter des horaires très contraignants, trop peu de vacances et des revenus fluctuants ? Ce n'est pas le droit à la paresse. C'est redonner de la valeur humaine au travail agricole. Installer des agriculteurs, c'est bien. Installer des agriculteurs qui ne soient pas condamnés à la précarité ou à un travail quasi forcé, c'est beaucoup mieux. Pourtant, vous écartez par idéologie toutes nos propositions, comme garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par des prix planchers ou relever les retraites agricoles au niveau du SMIC, lui-même revalorisé. Allez-vous encore faire de même avec de meilleurs mécanismes d'entraide et de remplacement qui permettent de reconnaître le droit au congé pour les agriculteurs ? Chers collègues, 1620, c'est le numéro attribué à cette mesure de justice sociale pour nos paysans. Merci, chers collègues. Je finis, Madame la Présidente. Vous avez dépassé au vos moment 2 du minutes, vote. Monsieur Alexandre. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Je vois absolument aucun rapport, Monsieur le député, entre votre argumentaire et l'amendement. Avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, j'ai du mal à voir le rapport, Madame la Présidente, Monsieur le député, entre ce que vous avez défendu et l'amendement. Enfin, ça me permet de dire quand même une chose sur les services de remplacement au passage. On a passé le nombre de jours éligibles de 14 à 17. Et on a augmenté les taux de prise en charge de 50 à 60% pour les congés ordinaires, de 60 à 80 en cas de maladie et d'accident du travail. Donc, au-delà des mots et du déclaratif, nous sommes à l'action et c'est dans le budget 2024. Avis défavorable. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a un double avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Le 113 qui nous le présente. Il n'est pas défendu. Amendement pouvait être soumis à une discussion commune, le 3455. Monsieur le député, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, je vais défendre les deux amendements de la discussion commune, comme je suis co-signataire des deux. Tout d'abord, est important, hier soir, c'est vrai qu'on a eu un débat sur le nombre d'agriculteurs. Mais le nombre d'agriculteurs, il dépend aussi de la viabilité économique qu'on est capable de leur donner et qu'ils sont capables de recevoir, notamment lorsqu'ils nous disaient sur les manifestations qu'ils veulent tout simplement ce slogan « Vivre de leur travail ». C'est un slogan qui est sain et qui est naturel. Maintenant, j'aimerais vous poser une question, Monsieur le Ministre. Pourquoi la majorité à laquelle vous appartenez vote des textes, notamment des déclinaisons du pacte vert au Parlement européen, qui prévoit une baisse, selon la revue France Agricole, de 10 à 15% de la production en Europe? Comment voulez-vous trouver une cohérence entre
augmenter ou au moins maintenir le nombre d'agriculteurs dans notre pays en France, et d'un autre côté, pendant ce temps-là, au Parlement européen, voter des textes finalement de décroissance avec les Verts, avec toute la gauche européenne, qui prévoit donc de baisser la production européenne. Il y a quand même une forme d'incohérence, moi, qui m'inquiète réellement. Et deuxième chose, c'était quand même le but de cet amendement, c'est de donner une viabilité économique. Il faut donner un avenir économique, il faut donner des prix, de la stabilité, une simplification normative et donner envie à tous ces jeunes agriculteurs de s'installer, d'avoir une simplification de leur travail. Aujourd'hui, pour être agriculteur, c'est très compliqué. Faire une déclaration PAC et des déclarations parcellaires, c'est très compliqué. Et donc, on vit dans un monde où, aujourd'hui, être jeune agriculteur, c'est pas seulement produire, c'est pas seulement vivre dans un champ, c'est aussi être un expert administratif, un expert comptable, ou alors il faut déléguer et donc payer des sommes qui sont parfois déraisonnables quand on veut sous-traiter sur des choses très bureaucratiques et qui sont pas du tout simples. Donc, je pense que se donner des objectifs, c'est bien, mais le faire concrètement, c'est mieux. Et une dernière chose, il me semble qu'il faut aussi appliquer les lois. On a quand même des lois Egalim qui ont été votées, qui ne sont pas appliquées. Là aussi, c'est des revendications des agriculteurs. J'aimerais vraiment vous entendre dessus, Monsieur le Ministre. Je n'ai pas non plus oublié que vous n'avez pas non plus répondu aux questions sur l'avenir et notamment la baisse de la fiscalité pour la transmission. Quels seront les engagements que vous prendrez à l'automne sur le projet de loi de finances? C'est aussi quelque chose qui inquiète et qui fait partie de l'avenir du nombre d'agriculteurs et qui concerne bien évidemment le sujet. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député. Alors vous faites un procès en décroissance du gouvernement, qui est le premier gouvernement qui, dans ses objectifs, prévoit de repasser au-dessus du plancher et des exploitants et des exploitations. L'objectif, c'est de produire plus. Je crois que c'est clair, donc on s'en réjouit, mais je ne vois pas pourquoi ce procès. La deuxième chose, ça c'est par rapport à ce que vous venez de dire. Non, c'est évident. Il n'y a personne, enfin, peut-être certains ici, mais majoritairement, et en tout cas ce gouvernement, souhaite la croissance de notre agriculture, le maintien de l'agriculture familiale, le maintien et dépasser si possible le nombre actuel d'exploitations et d'exploitants. Pour la viabilité économique, on est tous d'accord. D'ailleurs, c'est une demande que nous ont fait les jeunes agriculteurs. Quand ils reprennent, ils veulent la viabilité économique de ce qu'ils rachètent. On verra ça à l'article 9 sur le diagnostic qui comprendra justement un module viabilité économique. Avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le député, ça me permet de répondre. D'abord, les dispositifs fiscaux... Il y a ceux qui ont déjà été votés dans la loi de finances 2024, notation pour épargne de précaution, relèvement des seuils micro-BA. Deuxième élément, il y a ce qui a été annoncé par le Premier ministre autour de la taxe sur le foncier non bâti. Et troisième élément, il a été indiqué que nous travaillerions sur une exonération des plus-values sur les transmissions en augmentant les seuils, sur les exonérations des droits de succession et donation en cas de transmission de biens ruraux donnés à bail à long terme. Enfin, un régime d'exonération des plus-values en cas de retraite sera également ouvert aux jeunes agriculteurs. Donc tout ça sera débuté au projet de loi de finances, c'est bien indiqué. Par ailleurs, il y a une mission qui a été lancée, je l'ai dit hier, IGF et CGER, pour regarder s'il y a d'autres dispositions. Et je pense qu'on a besoin de regarder globalement la fiscalité agricole pour pas seulement être sur des mesures appartement par appartement, si vous me permettez l'expression, mais avoir une vision globale sur la fiscalité. Enfin, sur la question européenne, je comprends bien qu'il faille faire des petites pastilles européennes dans le moment qu'on traverse. Vous renvoyez simplement aux décisions qui ont été prises il y a moins de 15 jours au niveau européen de simplification de la PAC et d'orientation qui permettent de s'assurer qu'on est bien dans une logique de production. Avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur de Fournas, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais expliquer à Monsieur le rapporteur en quoi il soutient la décroissance. Quand vous avez de multiples études d'impact, dont l'étude d'impact du règlement SUR, qui indique des baisses de production qu'entraînerait le pacte vert, nous sommes évidemment dans la décroissance, monsieur le rapporteur. Et quand hier soir, vous nous indiquez que les objectifs du bio conformes au pacte vert seront inscrits dans la loi, vous soutenez cette décroissance agricole. Donc c'est aussi simple que ça, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, vous avez indiqué des engagements de réflexion autour de l'allègement et l'exonération de fiscalité sur les transmissions. Nous aurions aimé que dans une grande, entre guillemets, loi d'orientation agricole sur les transmissions, nous ayons ces dispositifs fiscaux dans cette loi, ce qui était tout à fait faisable. Et je vous dis pourquoi ça aurait été bien, parce que nous ne pourrons pas en discuter lors du projet de loi de finances puisqu'il passera à nouveau par 49.3 et cette assemblée sera à nouveau privée d'une discussion assez sérieuse et importante sur ce sujet. Nous constatons une nouvelle fois, monsieur le ministre, que cette loi d'orientation agricole est désespérément vide. Je vous remercie. La parole est au président Mattei. Oui, je voudrais
Simplement, on est vraiment dans des amendements d'incantation qui tournent en boucle. Et c'est vrai que j'ai du mal à m'y retrouver. Moi, je voudrais rebondir sur les mesures fiscales. Les ministres ont été clairs. Vous avez bien entendu leur déclaration quand on a parlé de cette loi. On a parlé de fiscalité. On a parlé de l'article 238, quinte des sièges, par exemple, qui exonère de plus-value en matière de transmission. On a parlé d'augmentation des seuils en matière de bail rural à long terme, qu'on a augmenté depuis des années. On sait bien que tout ça, ce débat se fera dans le PLF. Et puis, de toute façon, on aura, j'espère, on aura un débat en commission. On aura un débat en commission sur ce sujet. Et vos représentants sont très actifs d'ailleurs et apportent souvent, et comme les autres. Et je trouve qu'on débat très sereinement en commission sur ces sujets. Effectivement, il y a le 49.3, mais si vous étiez prêt à voter le PLF, il n'y aurait peut-être pas forcément de 49.3. Voilà, il faut quand même, il faut se dire, c'est facile à dire. Donc, de toute façon, je crois que les mesures fiscales sont nécessaires, oui. Il faut qu'on avance là-dessus. Je sais que le rapporteur général l'a dit dans ses propos et dans sa DG. Il faudra qu'on soit très présent, qu'on puisse être force de proposition. Moi, je suis favorable à un pacte du Dutreil sur les exploitations agricoles. Je ne vois pas pourquoi on aurait deux traitements fiscaux en matière de transmission d'exploitation agricole. Donc, moi, j'ai bon espoir qu'on puisse apporter notre pierre pour l'ensemble de nos agriculteurs. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 3455 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 943, même avis, même vote. Il n'est pas adopté. Des amendements identiques, le 1613.